Bonjour et bienvenue sur la chaîne Expansion du réel. Aujourd'hui, je suis avec François-Marie Dru. Donc, François-Marie, tu es musicien et thérapeute par le son. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours avec la musique? Parcours avec la musique, ça a commencé tôt. Ça a commencé vers 7-8 ans en écoutant des disques de mon père, beaucoup de musique anglo-saxonne, voilà. Et puis de la musique un peu à l'école. Et puis il y avait des instruments à la maison, il y avait le piano et la guitare, donc j'avais une mère qui savait jouer juste deux trois instruments, mais ça me fascinait, deux trois morceaux, mais ça me fascinait. Et voilà. Et puis adolescent, je retrouvais les morceaux que j'entendais à l'oreille, et voilà, c'était l'envie de jouer des morceaux que j'aimais beaucoup. Voilà, mais j'avais pas envie d'avoir d'éducation musicale, j'avais pas envie d'être formaté, j'étais un petit peu un petit peu arrogant. Mais voilà, à 10-11 ans, je me souviens m'être dit, je veux écrire des chansons plus tard, je veux faire ça. Parce que j'avais vu à une fête de famille, en vacances, il y avait des chansons, il y avait un groupe, c'était des chansons des années 50, 60, 70, et j'avais vu l'effet que faisaient les chansons, la musique. J'étais fasciné par l'effet que ça fait sur les gens, le fait qu'ils étaient heureux, qu'ils dansaient, que c'était fou, que ça avait des rires, qu'ils communiaient avec ça. En fait, il y a une communion, alors que souvent dans les familles, il peut y avoir parfois des discordes, du silence, de la distance. Voilà, moi j'ai été, en tant qu'enfant, extrêmement touché par ça, comme on peut tous l'être, mais je m'étais dit, voilà, je vais écrire des chansons qui rendent les gens joyeux, où il y avait aussi des slows, etc. Donc j'étais aussi sensible au côté introvertique de la musique. Donc je m'étais dit, je ferai des chansons. Je m'étais pas dit ça à l'époque, mais c'est un peu yang et yin, des chansons qui explosent, des chansons qui nous font rentrer un peu à l'intérieur. Et voilà, donc j'ai grandi vraiment avec ce désir. Et puis j'ai fait des études comme tout le monde, le lycée, et le bac. Et puis je suis parti faire 4 ans une école de musique, Berklee College of Music à Boston, aux États-Unis. Donc j'avais 19-20 ans, j'ai fait 4 ans là-bas, à étudier beaucoup de songwriting, ce que je voulais, voilà, ce que je savais faire. Je me concentrais sur l'instrument, toujours pour écrire des mélodies, des chansons. Et c'est ce que je savais un peu faire, peut-être par la volonté de vouloir le faire, et après de l'avoir étudié. Et puis je suis rentré après ces 4 ans en 2002 en France, et puis voilà, j'ai eu vraiment une carrière de compositeur, musicien à Paris. J'ai écrit pour d'autres artistes. J'ai fait aussi beaucoup de musique à l'image, des musiques pour des documentaires, pour des publicités. Il y a eu vraiment, voilà, et puis il y a eu la rencontre avec Laetitia Bourgeois, et on a fait ce groupe qui s'appelle FM Letty, produit par mon grand frère, par Pigalle Productions, et voilà, on a rencontré un succès certain, et on a tourné, on continue. Et pendant que ce succès, pendant que cela arrivait, j'avais aussi très envie d'étudier, d'explorer le monde thérapeutique du son, parce que s'élevait en moi une conscience du pouvoir de la vibration, au-delà du côté artistique, ou du côté de art d'agrément de la musique, de pouvoir plaire ou pouvoir divertir, tel qu'on peut le voir. Voilà, aujourd'hui, on est un petit peu esclave des médias, de la radio, de la télévision, de la télé-réalité par rapport à la musique. Et donc, voilà, j'avais envie de, d'explorer la grandeur de la vibration différemment que juste avec un groupe de musique. Donc, ce qui m'a amené à travailler, à étudier avec Fabien Maman, avec plusieurs musicothérapeutes, et le devenir moi-même. Et quel moment dans ta vie a été révélateur? À quel moment s'est fait la bascule entre ta vie de musicien d'avant et ta vie de thérapeute par le son aujourd'hui? La bascule, elle a été des problèmes de santé. Voilà, j'ai eu des problèmes, comme de nombreux musiciens, de dépendance à certaines substances, et cela m'a fait perdre complètement mon chemin. J'ai complètement perdu pied dans la vie, et, euh, et j'avais besoin de trouver. Je sentais les seuls moments où je trouvais un réconfort, mais même avant mes problèmes de dépendance personnelle, je trouvais, même quand j'étais petit, c'est-à-dire que je mettais des disques, ça me créait un monde, une bulle, même quand j'étais seul. Je regardais par la fenêtre, je me sentais en sécurité. Il n'y avait pas
la vulnérabilité qu'on peut tous ressentir à certains moments de la journée ou certains moments de vie. C'était vraiment, la musique était comme un pansement ou un remède à tout ça. Au-delà de tous les autres côtés positifs de la musique, mais c'était vraiment, ouais, ça me créait, j'étais dans une bulle avec, et en grandissant avec aussi, et je me suis aperçu que quand j'allais très mal, bah oui, je me mettais j'ai le blues, bah, je jouais une chanson je sais pas quoi, des Beach Boys ou des Beatles au piano, et ça va, c'est vrai, quand parfois une chanson, au bout de 5 minutes, c'est comme vraiment parfois un médicament, c'est-à-dire que je considère parfois des médicaments, euh, certaines chansons comme des médicaments, vraiment direct. Je dis, ah, celle-ci va me faire va me faire telle chose. Et je pense que inconsciemment, les musiciens sont de temps en temps des thérapeutes dans les mélodies. Ça a été prouvé par Joel Sternheimer qui a fait la musique des molécules. Les molécules qui créent nos états, les états de bien-être ou pas dans le corps, ou de stress, sont générés par certaines formes de mélodies. Et donc certaines mélodies, ou par l'énergie qui est déployée, ou peut-être par la poésie des mots, par beaucoup de choses différentes, faisaient que ça me créait. Je rentrais dans un état de bien-être beaucoup plus certain que juste avant que je joue. Donc c'est pas que j'ai voulu l'analyser, c'est que je m'apercevais que c'était dans la musique que je me sentais le mieux. Mais il fallait quand même écrire des chansons, il fallait quand même faire un clip, fallait quand même. Il y a tout un monde, un business, une industrie de la musique qui est d'ailleurs en train de un peu se dégringoler, qui est parfois. Et là, moi, j'étais plus incertain et même parfois mal à l'aise. Euh, et donc c'est en voyant que c'était le son qui me guérissait, en chantant des chansons ou en faisant euh, en écoutant certains compositeurs que j'allais beaucoup mieux. Euh, que je me suis dit que je voulais explorer ça. Et au point même ultime où j'ai fait une cure de désintoxication, et le troisième jour, j'étais incapable de jouer parce que j'allais très très mal. Et au bout d'une semaine, j'ai sorti la guitare, c'était l'hiver dans la cure, donc on était dans des petites pièces le soir, et les gens étaient un petit peu anxieux ou sous anxiolytiques, tous avec des médicaments différents. Et moi j'ai eu besoin de ressortir les guitares quand ça commençait à aller un peu mieux. Et le soir, c'était pour jouer des choses assez calmes, qui berçaient un petit peu. Et j'ai vu que tout de suite, ça fait vraiment de l'effet sur les gens qui étaient autour et qui n'avaient pas grand-chose d'autre à faire que d'écouter. Mais ça leur a apporté beaucoup de bien, de sérénité, de calme, au point où j'étais réquisitionné chaque soir pour jouer. Et qu'on me disait le lendemain, j'ai 3 fois mieux dormi, je pense que c'est grâce à toi, grâce à la musique. J'ai dû prendre la moitié de médicaments. Donc souvent quand on se dit, bah, est-ce qu'une chanson ça remplace un médicament, on ne sait pas, mais si on rentre dedans et on rentre dans la vibration et on se laisse bercer, etc., ça peut éviter d'aller se jeter sur une boîte de médicaments. Donc voilà, j'ai eu vraiment, et moi ça m'a redonné confiance, c'est qu'en jouant ça, au-delà du fait, est-ce que je vais leur changer une chanson qui va leur plaire, le musicien a toujours l'envie de plaire aussi, il y a toujours pas mal d'ego, donc c'était plus une question de ça, c'était juste jouer des choses qui allaient nous calmer, tous dans cette pièce-là, nous harmoniser, et le fait qu'on était bien. Et là, ça m'a aidé à vraiment reprendre confiance en moi, en mon amour de la musique, pas forcément d'arriver sur l'instrument comme un presse-agrumes et on essaie d'extirper une chanson, comme ça on va être connu et reconnu. Et que, évidemment, une belle mélodie peut être un médicament, mais il y a aussi la mentalité qu'on a quand le matin on se réveille, on prend un instrument et qu'on veut sortir des 4 murs, le musicien veut sortir de ces 4 murs, rêver lui-même, mais aussi être reconnu. Donc là, il n'y avait plus ça, il y avait juste être bercé par le son et laisser le son faire. Et j'en ai vraiment pris conscience à ce moment-là. Ça a été vraiment une révélation qui m'a redonné confiance à faire de la musique et juste être un canal pour laisser passer la musique. C'est plus mon ego, c'est plus moi qui crée forcément. Donc je veux la reconnaissance immédiate de ça. Donc il n'y a plus peur de faire de la musique, plus peur de réussir, mais c'est juste laisser passer le son. Et la vibration, elle sait ce qu'elle a à faire. Quand l'intention est bonne, quand on veut juste harmoniser les gens autour de nous, la vibration sait ce qu'elle a à faire. Donc voilà, ça a été ce passage-là, c'est parce que j'ai dû passer moi-même par une phase de je veux me guérir à travers le son. Et c'est aussi en voyant l'impact du son sur les autres que tu as vu aussi vraiment. Oui. Bah, alors là, je guérissais pas directement, mais oui, c'est comme on me disait le lendemain, j'ai 3 fois mieux dormi grâce à tes sons. Est-ce que tu pourrais m'enregistrer telle chose, très calme.
Voilà, j'ai compris que ça avait vraiment un effet sur les états de conscience et ça calmait les émotions des gens, ça calmait le système nerveux très clairement par le fait que oui, dans la musique, intentionnellement, je voulais, quand j'étais dans ces... Parce que j'avais pas le choix, j'étais dans une pièce avec 15-20 personnes qui étaient pas très très bien, et moi non plus, donc c'était juste... mon intention, c'est qu'on soit mieux, au mieux d'être tous un peu dans leur monde, c'est qu'on joue des trucs. Alors, il y avait pas, c'était pas un petit mini-concert, les gens faisaient leurs choses, mais il y avait une intention de faire en sorte que dans cette vibration, il y a quelque chose d'apaisant. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment compris, c'est l'intention qu'on met dans la vibration. La vibration porte une intention. L'intention qui peut être vraiment celle qu'on veut. Donc on peut guérir comme on peut tuer avec le son, avec ce qu'on met dans le son. Donc voilà, on peut parler aux plantes, on peut rentrer en vibration avec son conjoint, on peut faire plein de choses. L'intention qu'on met dans la vibration, c'est le secret même de la guérison. Donc là, j'en ai pris vraiment conscience là, par le retour des gens, parce que je le voyais, si j'étais sensible au fait que je les voyais, ils étaient calmés, ou je voyais très bien que dans la pièce, il y avait quelque chose d'apaisant. Et puis voilà, c'était cette expérience dans cet hôpital, mais ça m'est arrivé aussi beaucoup en vacances avec des amis. Voilà, on joue de la musique pour se déchaîner, pour chanter. Je vois très bien quand les gens chantent, ils sont heureux, ils sont très très bien, et le lendemain, ils se sentent très bien. Donc même après ces périodes-là, pendant que je faisais des études thérapeutiques, je faisais aussi des karaokés à la maison, c'est-à-dire que je me mettais au piano et les gens viennent chanter toutes les chansons qu'ils veulent. Et j'avais toujours des retours le lendemain, ça nous a fait du bien de chanter. On chante pas assez dans nos sociétés. On laisse le chanteur chanter et on a peur, on chante sous sa douche, dans la voiture, mais déjà ça c'était pas mal, parce qu'il faut chanter un maximum, parce qu'on aide tout le système endocrinien à sécréter la chimie positive en chantant. Quand tu analyses aujourd'hui ton parcours du musicien d'il y a quelques années au musicien et thérapeute par le son, tu fais aujourd'hui un métier qui n'est pas très conventionnel, on va dire. Donc il fallait avoir une certaine dose de courage pour te lancer dans cette activité. Quelles sont les qualités que tu as dû développer pour arriver à trouver vraiment ta place et là où ta juste place? Je ne sais pas si j'ai ma place, en tout cas je sais quel est un peu plus mon rôle, c'est-à-dire que presque comme un rôle, là c'est bien plus de l'ordre du spirituel, c'est mon rôle d'incarnation, c'est-à-dire que je pense que l'important c'est la communion entre notre personnalité, ce qu'on pense être, le rôle, le masque, et notre âme, la communion entre notre personnalité et notre âme, donc c'est comme si on avait un but terrestre, et un but céleste, et quand les deux sont alignés, quand on comprend, là, oui, on trouve sa place. Moi, j'ai trouvé un peu plus ma place parce que je sais plus ce que j'ai à faire. Parfois, j'ai des moments de vide dans la journée, mais non, le but, c'est de soigner avec la vibration. Donc, ça peut être. Comment tu sais justement que tu es au bon endroit, entre guillemets? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu le sais? Parce que je vais mieux. Parce que je vais mieux. Donc, il n'y a pas un moment où je me dis, ah, ça y est, j'ai trouvé. Parce que c'était encore du monde de la musique. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, oui, ça y est, je shift, je change. Il y a un moment où je me suis dit, oui, je me suis tout inscrit dans un cursus éducatif pour étudier vraiment des techniques thérapeutiques. Mais je lisais déjà des livres qui correspondaient à ça parce que ça a éveillé ma curiosité. Mais comme j'aurais pu lire un livre sur John Lennon avant parce que sa vie m'inspire ou voilà, son message sur la paix m'inspire. Donc c'était une continuité. Donc il n'y a pas un moment où je me dis cyclique. Mais par contre, il y a un moment, oui, où le fait que je fasse plus de thérapie à travers le son fait que moi je vais beaucoup mieux et donc mon rôle sur Terre est plus comment dire plus sûr, plus clair pour moi. Donc est-ce que je me fais un film aussi? Je sais pas. Je pense que à partir du moment où il y a des gens qui bénéficient de la thérapie que je peux leur donner par le son, je me dis ça sert à quelque chose. C'est les gens qui écoutent nos chansons chez eux, etc. On n'en sait jamais rien. Donc parfois on est tout seul chez soi et puis beaucoup d'artistes sont écoutés à droite à gauche. Avant c'était juste les concerts, mais ils sont écoutés maintenant à travers le monde, ils ne le savent pas. Les gens consomment de la musique très bizarrement aussi. Ça, c'était aussi une période de moi qui m'a fait douter. Moi le premier, j'ai acheté plein de disques il y a 10 ans encore, et maintenant j'ai un compte, et puis voilà, je n'achète plus. C'est très triste pour les musiciens qui mettent beaucoup de temps. Donc la façon dont on consomme la musique a beaucoup à voir ici. Donc c'est un doute,
n'y a pas eu un moment où je dis ça y est, mais en tout cas, le fait que moi je vais mieux à chaque jour en faisant ça, que des gens me font un retour, dire ah j'ai pu ma sciatique grâce au son, c'est génialissime. Ce qui fait que Faire du bien te fait du bien, en fait, ah, complètement. quelque part. Ouais. Bah, il y a une grande phrase que j'adore, c'est d'une maître et son disciple, c'est maître, je suis un peu comment dire, un peu perdu, je suis un peu comment dire, dépressif en ce moment, qu'est-ce que je dois faire? Et bah va aider les autres. C'est en aidant les autres que tu es obligé d'avoir un discours d'ailleurs, tu es obligé d'être dans une attitude qui fait que que tu es obligé d'aller bien toi-même par le simple fait que tu aides les autres. Ça se trouve dans la charité, etc. Mais quand vous aidez quelqu'un dans la rue, n'importe quoi, etc., d'un coup, vous pensez beaucoup moins à vos problèmes. C'est pas que par le plaisir que ça peut procurer, j'ai aidé, etc. C'est que sur le moment, justement, c'est pour ça qu'il faut aider pas que 2 secondes, il faut aider pendant un bon moment, etc. Parce que tout ce moment-là fait qu'on est beaucoup moins centré sur nous. Donc c'est presque mathématique, on a beaucoup moins de temps de centrer et de vraiment mentaliser notre problème. Et quand on le mentalise, on le somatise et donc on finit par s'inscrire physiquement. Quand on fait d'autres choses pour les autres, donc voilà, moi je sais très bien que la faille, elle a tout le temps, je suis toujours au bord du précipice toute ma vie, mais j'ai décidé au mieux de regarder, voilà, je regarde que de ce côté-là, et de cela, il y a tout un territoire avec plein de gens, avec plein de choses à faire, et donc chaque journée doit être me concentrer sur je vais faire telle chose pour telle chose, j'ai tel rendez-vous, etc. Et c'est comblé, donc j'ai pas le temps de me poser de questions. Parce que sinon, les questions existentielles sont trop grandes, trop vastes pour chacun et on prend le risque d'y sombrer. Donc, c'est de remplir par beaucoup de choses qu'on fait pour les autres, mais c'est pas de l'altruisme. C'est en le faisant pour les autres. Ça revient à une discussion qu'on avait aussi. C'est comme un musicien avec le public ou le thérapeute avec la personne qui est soignée. C'est que c'est un échange. C'est que le thérapeute n'existe pas s'il n'y a pas quelqu'un qui est. Donc je devrais même lui dire merci à la personne qui a besoin d'un soin. Parce que ça me permet d'être thérapeute, donc ça me permet d'aller bien. Donc oui, voilà, c'est le fait d'avoir compris ça qui m'aide au quotidien, parce que c'est un travail quotidien. Je ne suis pas sauvé. Je sais que chaque jour, je dois remettre en route des petites pratiques, d'ailleurs des pratiques, des méditations sonores, beaucoup de choses, pour faire en sorte que j'ai plus de questions à me poser de la journée. Et puis à un moment, on crée quelque chose d'assez vertueux et y a plus, quand on commence à regarder en arrière, on se dit ouais, je reviens de loin quand même. Mais donc voilà. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui cherchent un peu leur voie, qui ont commencé à faire leur vie professionnelle avec des choses assez cadrées, comme un peu la société vous laisse à deux, on va dire. Et qui parfois ont des appétences pour certaines activités et qui n'osent pas trop se lancer, qui se posent des questions, etc. Toi, grâce à ton expérience, quels conseils tu pourrais donner à ce genre de personnes pour arriver à trouver également leur juste place? C'est pas facile à dire parce que ce serait pour chaque cas il y a des choses et puis moi j'ai juste ma petite expérience. Déjà je vais leur dire c'est de vivre vraiment votre expérience même si c'est parfois très très négatif ou noir où vous pensez et que vous voyez pas la solution. Il faut le vivre parce que c'est l'expérience qui permet de savoir ce qu'on veut après ou pas. Bon ça paraît évident mais il y a après, je pense que moi je l'ai vraiment vu par le son, c'est-à-dire que le développement de la conscience par le son amène à une certaine vie spirituelle. Alors ça ne veut pas dire aller dans un cloître et prier et s'isoler pendant des mois, forcément, mais c'est d'avoir. On a 3 centres, on a le sens de la conscience, l'esprit, le centre du cœur, de l'amour et le centre de la volonté. Et donc je pense que toute thérapie passe par. Une vraie thérapie complète passe par ces 3 trucs. On a 7 chakras, mais on a 3 centres. Donc si on fait que voir un psychothérapeute où on remâche toutes nos mémoires négatives, il y a un moment ils ont besoin de sortir, quelqu'un a besoin peut-être de la famille de les entendre, c'est bien, mais si on fait ça toute sa vie, on travaille que sur un seul centre. Et si on fait que du sport, c'est bien, mais on ne règle pas nos défauts ou on n'arrive pas à assimiler beaucoup de problèmes psychologiques.
Et si on n'était que dans le cœur, peut-être ça ne marcherait. Mais il faut que les trois. Et l'énergie du cœur, c'est l'amour, c'est évidemment, c'est d'aller chanter avec des amis, c'est d'être contemplatif dans un coucher de soleil, c'est passer du temps avec les gens qu'on aime, c'est arroser une plante, c'est plein de choses qui nous rattachent à la vie et qui me disent, ce matin je me lève et j'ai peut-être plein de petites choses comme ça à faire et ça fait battre mon cœur. J'en suis heureux, quoi, et ça me rend heureux. Donc quand ces trois choses sont alignées, voilà, donc souvent je pense que les gens qui vont pas très bien, c'est qu'ils sont que dans un des trois. Et je pense que même faire tout un travail psychologique, de l'élévation de conscience et du cœur, s'il n'y a pas l'ancrage physique, ça marche pas. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de travail pour aller mieux, mais qui n'ancrent pas, et ça se voit, ils sont visuellement, ils sont pas ancrés. Donc ça, comment on fait justement pour être ancré? Évidemment, c'est le sport, on fait beaucoup de sport. Des choses très terre à terre, matérielles. Très à terre, en faisant du sport, on fait sécréter toutes les endorphines, toute la chimie positive, une alimentation meilleure en tout cas vraiment essayer d'aller vers les aliments vivants, le sport, et après il y a plein de pratiques. Le yoga, moi je conseille beaucoup d'exercices de respiration parce que ça calme le système nerveux. Respiration, sport, yoga, il y a Qigong, il y en a plein des pratiques énergétiques qui permettent d'ancrer et de pouvoir donner l'amour qu'on reçoit, et sans trop mentaliser tout ça. Donc là, à ce moment-là, il y a un travail, il y a un travail sur les émotions à faire aussi. Mais voilà, donc ça, le conseil, c'est vraiment, par contre, c'est évidemment écouter la voix du cœur, et il est au milieu pas pour rien. Et ça veut dire que s'il n'y a pas un métier qui colle parfaitement pour comment dire, une intuition de je dois faire ça sur Terre, etc. On dit qu'il y a des familles d'âmes et elles ont plus ou moins tel rôle. Moi, je vais guérir, moi, je vais me battre, moi, je vais faire ci, etc. Il n'y a pas vraiment un métier. Ah, c'est parfait pour ton rôle d'incarnation, ça, c'est le métier parfait. Ça, c'est à chacun d'un petit peu ressentir ce qu'il doit choisir. Mais il y a des moments, c'est très clair. Moi, ça va très bien avec ce que je fais et c'est bien. Parfois, on peut avoir un truc annexe ou un petit métier à côté qui nous permet d'étudier, et on est sur un chemin. Et puis d'un coup, on sait qu'on a une vision, on a un chemin, et d'un coup, c'est très clair, je vais pouvoir faire ça et arrêter de bosser dans le resto et faire que la thérapie, ou faire que chanter, ou que faire la finance qu'on veut, etc. Mais il y a un parcours. Il n'y a pas de métier parfait par rapport à ce qu'on vraiment notre âme, mais par contre il y a un langage intérieur, une communion intérieure sur vraiment d'être honnête avec soi-même. C'est ça que je veux. Et puis on le fait, puis on peut se refléter sur les étapes, nos étapes de vie, sur les saisons qui passent. Ok, ça fait 2 ans que je fais que ça, c'est trop. Ça fait que 5 ans, ça fait 10 ans que j'ai un problème avec telle chose que j'arrive pas à la résoudre. Donc avoir conscience de ces choses qui passent, du temps qui passe, et comment dire, de certaine façon d'avoir un langage avec notre propre cœur, notre double à l'intérieur, et c'est là qu'on commence à avoir des prémonitions, des synchronicités, un langage vibratoire avec les choses, avec les événements, avec les gens. On rencontre les bonnes personnes au bon moment qui vont nous dire le bon conseil, on va tomber sur le bon lit, on va tomber sur une coïncidence. Quand on a une vraie communion soi-même, on est honnête, bon, j'en suis là, j'arrive pas à ça, j'arrive à ça, et qu'on s'en remet presque à l'univers. Bon, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Et ben, d'un coup, on va avoir des messages très clairs des prémonitions, des synchronicités qui nous montrent un petit peu très clair, plus ou moins clairement. Parfois c'est conscient, parfois c'est inconscient sur il est plus important, je sens très bien que c'est ça qui est important. Alors c'est difficile parfois de faire le pont avec ce qu'on est en train de vivre, mais il y a un appel qui se fait, et c'est pas le but c'est pas se fuir, c'est vraiment être en résonance avec ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur. À partir du moment où on comprend que l'intention c'est pas de nourrir son ego, je veux faire ça. Si on a compris que c'est pour un bien qui est plus grand que soi-même, à ce moment-là, c'est qu'on a vraiment un dialogue avec soi-même qui est assez nourrissant et assez lumineux. Si c'est juste parce que je vais faire tout ça parce que je vais être Starac et puis je vais passer pas comme ça et puis je vais briller, justement les gens ont une grosse dépression après parce qu'ils se rendent compte que l'intention qu'ils avaient à faire c'était juste pour leur ego. Comment tu fais justement la distinction entre ce que tu veux vraiment au fond de toi et ton ego? Parce que parfois c'est pas...
c'est très difficile. Je pense que c'est une remise en question permanente. Et c'est-à-dire que moi, je peux déjà estimer que j'ai fait un chemin et puis j'ai évolué, donc j'ai certaines choses qui sont positives. Mais chaque jour, je remets en question où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je dois faire pour servir au mieux moi-même ou la musique, la vibration, la lumière, quelque chose de l'amour, une énergie positive. Et ça, si on rentre dans un automatisme, c'est fini et on se renferme et, et on peut rentrer dans cette illusion qu'on sert les autres, mais on sert que soi-même. Donc il y a toujours c'est une remise en question permanente. Ouais. Remise en question, donc c'est beaucoup par la méditation. Quand on fait une pratique de méditation sonore, on peut aussi, juste 2 minutes avant, se centrer, dire aujourd'hui j'ai vécu telle chose, telle chose, telle chose, ça n'a pas été commode, j'ai du mal avec ça, et j'ai pas la solution. Au mieux de se dire, de se faire le dialogue de colère qu'on a contre telle ou telle personne, et le reconnaître, prendre un peu d'auteur, voilà, j'ai ça, et ça me revient à chaque fois. C'est comme quelque chose de chronique qui revient, j'arrive pas. Donc on le reconnaît, et c'est comme si on mettait le problème à l'extérieur de soi-même. Donc on le met à l'extérieur. Déjà le conscientiser. On le conscientise et ça veut dire qu'il n'est pas encore à l'intérieur, mais d'un coup, on n'est pas seul avec nos pensées, on le met à l'extérieur. C'est ok, j'en suis là. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça? Et juste de poser la question, toute question dans l'univers appelle une réponse. C'est comme une vibration comme ça, appelle une vibration qui revient. C'est une loi physique. Donc, le simple fait de poser la question, ça ne veut pas dire qu'il faut imaginer toutes les solutions, mais on pose cette intention avant la méditation. Voilà, j'en suis là, j'ai tel problème, j'aimerais bien que ça soit. Comment je fais? Question à l'univers. Et par le son, on va rentrer dans toutes vos méditations sonores. Vous n'allez pas forcément avoir des réponses tout de suite, mais vous allez peut-être parfois, pendant la méditation, vous allez avoir une bonne idée. Ah, mais c'est ça qu'il faut que je dise à telle personne, c'est ça qu'il faut que j'écrive, c'est ça qu'il faut que je fasse demain, ou que je rappelle telle personne. Parfois, ça peut être très matériel. Mais sinon, ça va venir après, parce qu'en développant votre vibration, vos corps, votre résonance, vous envoyez une question à l'univers, et en plus, vous envoyez du son avec. Donc, c'est comme si on projette avec un arc, avec du son, quelque chose. Donc, la réponse, les étoiles, elles vibrent. La vibration, elles envoient de lumière, c'est une vibration. Donc elle crée une symphonie rien qu'entre elles, etc. Donc quand on envoie par soi-même quelque chose, même on chante au soleil, il y a une résonance qui se fait. Donc la réponse après, elle est complètement d'ordre du subtil, on ne l'a pas tout de suite, mais ça va être dans les rêves, dans nos intuitions le lendemain, ou dans les choses qu'on commence à faire naturellement alors qu'avant on ne le faisait pas naturellement, dans des nouvelles habilités, dans des synchronicités, des rencontres fortuites avec ah mais c'est incroyable que je t'ai rencontré parce qu'en ce moment je parlais j'ai parlé de toi hier ou voilà. Et puis plus on en a conscience de ces synchronicités, plus on s'aperçoit que ce travail à faire de se remettre en question chaque jour et dire je sais pas comment je fais, plus on le fait et plus on prend le réflexe de le faire. Parce que sinon on a une réponse à un truc et puis on passe, on oublie. Le but c'est d'avoir cette petite pratique quotidienne et c'est pas long, c'est rapide. Tu as un exemple toi dans ta vie d'un moment où vraiment tu cherchais et tu as eu ces synchronicités qui arrivaient Oui, moi j'ai eu des dons lumineux par les rêves. C'est-à-dire que quand j'étais dans les drogues, on ne se souvient pas de ces rêves. On croit même qu'on ne rêve pas, mais évidemment qu'on rêve. On fait par notre corps astral des voyages, mais sauf que les substances qu'on ingère font que le cerveau ne s'en souvient plus le lendemain. Mais si on fait le travail de rien que de se souvenir, il se passe énormément de choses, une infinité de choses dans les rêves. Moi j'ai eu au moment, alors que mon cerveau devait être à plat, des rêves d'une puissance, alors que souvent je me souviens que à peu près tout le monde, de 3 secondes, ou d'une image, d'une impression, ou d'une personne, et puis quand on y pense, on se souvient un petit peu plus, et puis d'un coup ça part. Mais là j'ai eu tout un rêve très 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 long, comme un film. Si je le raconte, ça dure 2 heures. Mais c'était presque le film de ma vie, donc c'était très clair que ça m'était donné. Donc je me suis dit, et la fin était plutôt cool. Donc je me suis dit, bon, bah, il y a des chances d'espérer, à un moment où c'était horrible dans ma vie. Donc c'était comme, voilà, moi je l'ai pris comme un don. Un don de quoi? Je ne sais pas, j'ai pas là le mentalisé, mais en tout cas c'était un fait. Et donc j'ai eu pas mal, voilà, après j'ai eu des chances de tomber sur le bon thérapeute. Après je pense que, voilà, c'est pour ça que c'est peut-être
trop dangereux, malgré qu'il y a des gens qui arrivent, c'est pas, d'aller chercher la solution violente, comme prendre des drogues comme l'ayahuasca ou l'iboga, etc., qui peuvent être très très bien, mais qui peuvent être à double tranchant. Si la vie spirituelle, c'est des petites étapes, c'est des petits escaliers. Notre esprit qui est de l'autre côté de la vibration, il attend qu'on fasse un pas pour lui faire un pas, etc. Et donc on monte et on arrive à ça. Si on veut faire le chemin direct, ça peut être très bien, on voit le monde spirituel, mais en même temps, pour des gens qui ne sont pas ancrés dans leur corps, ça peut être très dangereux. Et souvent, les gens ne reviennent pas, ou ça peut faire comme des expériences de Kundalini, où ça brûle certains chakras, où ça brûle certains centres cérébraux. Donc moi, enfin, c'est pas le conseil, c'est d'y aller petit à petit. Voilà, je vais d'abord faire ça, je vais d'abord d'avoir tel chaman, ou faire tel stage, ou faire telle thérapie, tel truc. Et puis si ça marche, continuer petit à petit, petit à petit. Et puis c'est comme une couche d'oignon. La première couche d'oignon, elle est très opaque. On pense qu'il n'y a rien. Et on dit, si c'est comme ça à chaque couche, ça va être très dur. Mais en fait, après, toutes les autres couches sont plutôt assez claires. Il faut traverser le premier voile. Et après, voilà, et puis pour aller au centre, c'est infini. Donc il n'y a pas, hop, c'est fini, j'ai réussi, j'ai réglé mon karma. Quoique ça dépend des individus, mais il y a un travail infini quand on commence sur ce travail spirituel qui n'est pas forcément de prier un dieu, mais d'avoir une pratique énergétique et d'amour envers soi-même et les autres. Voilà. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. On peut te Carole. retrouver sur ton site, Tout à fait, sonicmedicine.com. sonicmedicine.com. Très bien. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.